Bonsoir tout le monde, encore officiellement. Je m'appelle Hannah Kabel et je vous souhaite la bienvenue virtuellement au Goethe-Institut pour notre débat autour de la question l'intelligence artificielle peut-elle être créative? Et c'est un débat qui s'inscrit dans un projet plus large qui s'appelle Robots en résidence, Robots in Residence. C'est un projet proposé par les Goethe-Institut et c'est le robot Gaia, un robot du type Nao qui voyage actuellement d'un Goethe-Institut à l'autre et qui, à chaque fois, à chaque station, apprend des nouvelles compétences. Et actuellement, Gaia réside donc à Lyon. Chez nous, au Goethe-Institut, elle a déjà participé à un atelier de danse avec la danseuse hip-hop de Maïssa Barouche. Donc, elle a fait un atelier de popping, la danse, danser comme un robot. Et ensuite, Gaïa, elle est allée à Villeurbanne, car elle est actuellement apprentie à l'INSA, où un groupe d'étudiants travaille avec elle. Et ce soir, c'est donc pas seulement la discussion, c'est aussi le moment de restitution pour ce projet avec les étudiants. Ils vont nous expliquer comment ils ont travaillé avec Gaïa et nous présenter ce qu'elle a appris lors de son séjour avant son départ en début de la semaine prochaine pour Tashkent en Ouzbékistan. Donc le prochain Goethe-Institut va l'accueillir. Pour nous, au Goethe-Institut, la visite de Gaïa, c'était un peu la seule résidence qu'on a pu réaliser depuis des longs mois à cause de la pandémie, bien évidemment. C'est la seule, la seule venue d'Allemagne, disons comme ça. Mais on peut vraiment se questionner, est-ce qu'un robot ou plus largement une intelligence artificielle peut remplacer des vrais intervenants et des artistes avec leur potentiel créatif? Et aussi déjà se poser la question, est-ce que Gaïa est vraiment une vraie intelligence artificielle? C'est la question donc de notre discussion ce soir. L'intelligence artificielle peut-elle être créative? Et cette discussion sera animée par le journaliste Maxence Grugier. Maxence Grugier est spécialiste des pratiques artistiques numériques et depuis les années 90, il écrit sur l'impact des technologies numériques sur nos sociétés, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, big data, réalité virtuelle, robotique, etc. Et ceci est dans le domaine de la création artistique, de la production sonore et de l'histoire de la communication. Maxence est également commissaire, mais ce soir, il est donc là pour nous en son rôle de journaliste. Et avant de passer la parole à Maxence, juste quelques remarques techniques. Le débat sera enregistré donc, et rediffusé pour ceux qui ne sont pas disponibles ce soir. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat et on va les reprendre au fur et à mesure lors de la discussion. Et maintenant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne débat. Et je te passe la parole, Maxence. Merci Anna. Merci Anna et donc bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir pour cette table ronde autour du thème de l'intelligence artificielle et de la création artistique. Donc un événement organisé par le Goethe-Institut Lyon à l'occasion de la résidence de Gaïa, le robot de type Nao, dans le cadre du cours d'allemand supervisé par Marike Sisik et Hélène Vati à l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées, et du programme Robots en résidence. Tout d'abord, je voudrais évidemment remercier le Goethe Institut pour m'avoir invité à modérer cette intervention et remercier aussi nos trois participants, Rocio Béranguet, Joris Mathieu qui ne saurait tarder et Christian Wolff. Donc, Rocio Béranguet, c'est une artiste pluridisciplinaire, autrice, chorégraphe et scénographe, dont les œuvres, vous allez le voir, pendant cette rencontre, sont emblématiques des relations qu'entretiennent actuellement les arts et la science, et les sciences même, on peut le dire, au pluriel. Joris Mathieu est auteur, dramaturge, metteur en scène et directeur du théâtre Nouvelle Génération TNG CDN de Lyon. Il a également participé à intégrer fortement les nouvelles technologies, en particulier la robotique, vous le verrez aussi, et certains éléments de technologie comme les imprimantes 3D dans son travail de dramaturge et de metteur en scène. Et puis Christian Wolff, qui est aussi avec nous ce soir, qui est chercheur, maître de conférences en informatique à l'INSA de Lyon et spécialiste
de l'intelligence artificielle. Donc ce sont nos invités pour cette table ronde où nous aborderons différents points concernant la question qui nous intéresse ici. L'intelligence artificielle peut-elle être créative ? Donc pour replacer un petit peu le projet dans son contexte, il faut rapidement expliquer le parcours du robot Gaïa en Europe, dans plusieurs pays dans lesquels il acquiert de nouvelles compétences. Ces acquis sont programmés par des étudiants, étudiantes, ingénieurs le plus souvent, et cela a donné lieu à l'élaboration de divers ateliers et workshops autour de propositions artistiques dans lesquels Gaïa, le robot, se trouve impliqué. Pour l'heure, nous allons donc commencer avec le petit film dont nous parlait Anna, réalisé par MacTest sur l'expérience des étudiants et étudiantes de l'INSA avec le robot Gaïa. Bonjour, je m'appelle Mareike Zützig et je suis professeure d'allemand au Centre des Humanités à l'INSA de Lyon avec Helen Watti, donc ma collègue d'allemand. On encadre ce projet, donc le projet Now ou bien Gaia, donc qui est un robot type Now. C'est un projet interdisciplinaire entre l'INSA de Lyon et le Goethe-Institut de Lyon. Par contre, le Goethe-Institut Lyon a aussi invité encore des artistes à travailler avec nous. Donc, je pense que ça faisait beaucoup de rencontres très différentes et beaucoup de points de vue. Et c'est ça qui, à mon avis, était très bien pour les étudiants. Ah, Gaia, ich habe ein tolles Film zu gucken. Schau. Supergeil. Es ist supergeil, supergeil. Supergeil, supergeil. Ich bin's. Supergeil, supergeil. Du bist supergeil. Super Kiste. Super Künstler. Super Slang. Supergeil. Super Freunde. Super spritzig. Super Party. Supergeil. Super Optik. Dieser Film ist schlecht. Die Musik klingt gut, aber die Szenen haben keine Verbindung. Ach, das ist doch nur die Werbung. Der Film hat noch nicht angefangen. Setz dich hin. Nein, das ist doch langweilig. Hey, Ruhe bitte. On a commencé le projet durant notre année donc en cours d'allemand. Ce qu'on a commencé à faire, c'était faire des recherches sur finalement tout ce qui entourait le projet. Donc, qu'est-ce que c'était ? C'était un robot qui voyageait dans différentes universités européennes et chaque université devait apprendre au robot des nouvelles fonctionnalités ou lui développer des nouvelles compétences entre guillemets. On a réussi à faire revenir le robot ici pour rajouter notre touche personnelle et donc la touche française ici à l'INSA Lyon. Et donc on a commencé à se renseigner sur le logiciel chorégraphe pour finalement réussir à programmer des interactions avec le robot. Et on a décidé, afin de promouvoir aussi la langue allemande, de réaliser une scénette où Gaïa et une personne interagissaient en allemand autour d'un film pour aborder certains thèmes que le robot allait voir dans le film. Donc par exemple le rapport entre l'homme et le robot, l'homme et la machine, et comment finalement réussir à produire une performance artistique avec un robot. Nein, Frank hat recht. Das heißt Anatolien und wir sind Ost in der Türkei. Oh, das ist leider nur eine Europakarte, die hört hier bei Istanbul auf. Wir können das Fähnchen hier hinsetzen, ja? Warum weinst du? Du verstehst nicht. Er kann seine zweite Heimat seiner Familie die anderen nicht zeigen. Das ist traurig. Das steht doch alles im Drehbuch. Es sind nur Schauspieler. Du hast gar kein Gefühl. Bleib lieber hier. Emotionen sind so menschlich. Nächstes Mal bleibe ich auf Standby. Oh, wer ist denn das?
Hey, ich dachte, du hast keine Gefühle. Je pense que c'est toujours vraiment impressionnant de voir aussi comment les êtres humains interagissent avec Gaïa. On en a parlé aussi beaucoup dans notre atelier. Quand il y avait quelqu'un qui a rencontré Gaïa, tout de suite, il va lui parler. Il a tendance à lui parler un peu comme à un petit enfant. Donc, il y a des émotions qui sont réveillées tout de suite. Et donc, je vous souhaite une bonne découverte de Gaïa. Viel Spaß. Dankeschön. Voilà donc pour ce petit film donc réalisé par les étudiants de l'INSA, étudiants et étudiantes de l'INSA. Est-ce que Hélène Vati et Marike Zissig, qui sont présentes avec nous ce soir, ont des choses à nous raconter, des making-of, des suppléments sur ce petit film, ou leurs expériences, en tout cas leurs ressentis? Oui, avec plaisir. Donc, comme vous voyez tous et toutes, je suis actuellement avec Gaïa au bureau à l'INSA de Lyon. Je ne sais pas si elle nous écoute, mais de toute façon, ça fait un plaisir de travailler avec elle, avec les étudiants et étudiantes très motivés pour ce projet. Je pense que pour les étudiants et les étudiantes, c'était aussi une belle approche pour la programmation avec ou d'un robot. Et ce que je peux dire aussi maintenant que ce projet soit presque fini pour nous en tant que groupe, que ça prend beaucoup plus de temps qu'initialement prévu. Donc, c'est vraiment pas facile de programmer, de faire ou d'avoir des idées, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce robot. Il faut vraiment se mettre d'accord sur ces projets. Et ça fut quand même une belle expérience, un projet interdisciplinaire. Et moi, en tant que professeur d'allemand avec Mareike, je pense ou que les étudiants ont fait du bon travail. On est très contents de cette petite vidéo, de cette petite scénette aussi. Donc, ça fait vraiment un plaisir que Gaïa a été avec nous pendant à peu près un mois ici à l'INSA. Marike, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, peut-être revenir sur ce que Rocio avait partagé avec nous aussi dans l'atelier, cette indisponibilité parfois du robot, quand on veut justement que cette danse soit faite, quand on a juste un petit instant pour filmer une certaine scène, etc. On a bien vécu ces moments-là, donc on a pensé un petit peu à ça. J'imagine que vous allez revenir plus tard à ces expériences avec un robot sur scène. Donc, je pense que cette expérience-là, on l'avait aussi un petit peu, mais oui, on s'est beaucoup amusé. Donc, merci pour cette expérience. Alors, ce petit film, mine de rien, il est très, très intéressant. Il est finalement assez complet. Il présente quand même pas mal de problématiques liées à l'intelligence artificielle aujourd'hui. On voit les problèmes de compréhension, les problèmes de contexte de la machine qui n'a pas exactement le sens du contexte. En réalité, il faut un peu tout lui apprendre. On a aussi le problème de l'empathie, des émotions. Ça, c'est des choses évidemment qui font partie du vaste programme de recherche de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Christian Wolff, donc vous avez donc rencontré les étudiants et les étudiantes pour faire une présentation générale de l'IA. Est-ce que vous pourriez nous refaire un petit peu le même genre de petits cours pour les gens qui ne sont pas forcément tous au courant de ce qu'est ce vaste champ de recherche aujourd'hui? Merci. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Oui, volontiers. Et je vais pour cela présenter quelques transparents. Donc, j'ai préparé quelque chose. À définir l'IA est compliqué. Si on demande à 50 personnes une définition de l'IA, on aura 50 réponses différentes. Et surtout, c'est forcément une définition qui bouge dans le temps. Hop, une seconde.
Est-ce que vous voyez Oui. lequel écran est-ce que je partage maintenant? Excusez-moi. Je pense que ce n'était pas le bon. Vous devrez avoir juste un transparent avec IA maintenant, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Donc ça, c'est une définition un peu commune, pas forcément la définition parfaite, hein. Donc l'ensemble des théories, des techniques mises en œuvre de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Je les mets ici, je ne suis pas super content de la définition, parce que l'IA ne fait pas uniquement simuler l'intelligence humaine. L'intelligence humaine est très vaste, très complexe, très puissante, et l'IA s'approche, in fine, très, très, très peu de l'intelligence humaine. Et je vous donne juste une définition un peu plus historique, ou quelques exemples. Je vais d'abord commencer avec les exemples, et on va revenir, on va se rapprocher d'une définition. Donc, en fait, dans le passé, quand on parlait de l'IA, on parlait de résoudre des problèmes un peu complexes que l'humain pouvait résoudre, ou plus ou moins facilement résoudre, et les machines avaient du mal. Et donc, un exemple est par exemple la planification. Donc, si vous avez un GPS, par exemple, vous prenez votre téléphone et vous voulez aller à un endroit, vous voulez aller d'un endroit à un autre, hein, chercher un chemin. Donc, ça, c'est dans des différentes villes, par exemple, des différentes routes, et trouver des plus courts chemins ici, d'aller d'une ville à l'autre. Donc, c'est quelque chose que votre GPS au téléphone fait avec une certaine aisance. C'est considéré comme l'IA depuis 40-50 ans. C'est un algorithme qui fonctionne très bien et qui n'a pas forcément besoin d'apprendre. Or, l'apprentissage est quelque chose qui, dans certaines branches d'IA, pas dans toutes, est très important. Un autre exemple très classique sont les jeux, comme par exemple les échecs. Quand vous jouez aux échecs, vous faites quoi? Vous avez le tableau, le plateau devant vous, et vous imaginez jouer un coup et vous projetez dans l'avenir. Vous dites, si je joue ce coup-là, mon adversaire va jouer l'autre, et après moi je vais jouer celle-là, vous vous projetez dans l'avenir. Donc une machine est capable de faire ça, et c'est un calcul très, très mécanique, très peu créatif, hein, purement mathématique. On calcule à une certaine horizon, et ça fait partie de l'IA. Depuis un certain nombre d'années et depuis à peu près 24 ans, ce type d'IA bat les humains. Maintenant, il y a des choses plus complexes qu'on n'était pas capable de faire jusqu'à il y a à peu près 10 ans, et après, il y a un changement. Il y a l'aspect apprentissage, faire apprendre une machine d'être intelligent qui est un peu arrivé au devant de la scène. Ça aussi, ce n'est pas quelque chose de nouveau, que ça existe depuis 50 ans. Mais maintenant, on a des machines plus puissantes, on a beaucoup de données, on arrive à faire apprendre une machine à résoudre certaines tâches. Je vous donne un exemple, la vision par ordinateur. Donc, c'est l'exemple que je donnais à l'INSA en cours aux étudiants. Si vous vous levez le matin, vous voyez ça devant vous. Donc, c'est une scène typique. Vous voyez, vous êtes en train de prendre un petit déjeuner avec un bidon d'orange à l'américaine. Et ben, vous êtes, vous, l'humain, capable de comprendre qu'il y a une tasse ici, qu'il y a un bidon ici, qu'il y a ici un flux qui correspond à un jus d'orange. Maintenant, je vous montre ce qui arrive au cerveau. Donc, parce que cette image-là est captée par votre rétine. La rétine, c'est plein de petits points. Et c'est ça qui arrive à votre cerveau. C'est un ensemble de valeurs. Ce que vous voyez ici, ce qu'on appelle une matrice, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais c'est un ensemble de valeurs. Chaque valeur ici, c'est un pixel, c'est un point. Et si les points sont très hauts, bah, c'est plus proche à noir, par exemple. Petit, il est blanc, ou tout l'inverse. Et en fait, votre cerveau reçoit ce genre d'informations. Alors, vous ne voyez pas ça, vous voyez ça. Le passage de cet amas d'informations vers ce que vous voyez, c'est quelque chose qui est inné pour vous, qui est complètement évident, que vous réfléchissez pas, c'est automatique, mais ça demande de l'intelligence, et c'est ça que fait les cerveaux, entre autres. Et c'est ça l'intelligence. Donc, de prendre des informations extrêmement complexes, de les réduire, de comprendre leur sens, et d'affecter une signification. Pourquoi on est capable de faire ça? Parce qu'entre autres, l'évolution nous a poussé à avoir des yeux, être capable d'avoir un capteur qui nous permet de voir, par exemple, est-ce qu'on est devant un ami ou un ennemi? Est-ce qu'il faut ici sourire ou est-ce qu'il faut courir? Donc l'évolution, elle a vu un certain avantage de survie de nous doter des capteurs qui sont capables d'observer le monde et ensuite de survivre, d'interagir, de former des groupes
de sourire, de tisser des liens sociaux et in fine aussi, la créativité, on va y revenir. Est-ce qu'il y a une pression par l'évolution de nous rendre créatifs ou est-ce que c'est un produit secondaire? Moi, personnellement, je ne sais pas. Donc, si aujourd'hui, si vous êtes capable de voir qu'ici, dans cette image, il y a des chats, c'est parce que votre cerveau est capable de voir plein de petits points. Donc, cette image-là, c'est un ensemble de petits points qui ont des couleurs et vous êtes capable de voir qu'il y a des chats. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans votre cerveau, a mis des règles comme ce pixel est noir, ce pixel est blanc, ce pixel est gris, ce pixel est à croix de noir, dans ces cas, c'est un chat? Je doute. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes né, vous êtes bébé, vous voyez, de manière répétitive, des chats. Vous voyez des êtres qui sont doux quand on les touche. Ils reviennent, ils ronronnent, et par cette régularité de stimulation, vous commencez à affecter, à avoir une certaine affection. Et après, votre maman, votre papa vous dit chat, et vous associez un nom. Et donc, vous apprenez par apprentissage, juste parce que vous en avez vu beaucoup, de comprendre ce que c'est un chat. Et l'IA moderne, pas toutes les IA, mais l'IA qui actuellement est beaucoup utilisée, très médiatisée, ce type d'IA-là, qui est capable de comprendre ce qui se trouve dans les images, dans les sons, et qui est un peu proche au sujet de la discussion, donc la créativité, elle est purement basée sur l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on prend des exemples d'images, de sons, de musique, etc., et il y a un moteur, un logiciel qui, par répétition et très souvent par supervision, parce qu'on lui dit « il faut que tu fasses ça quand tu vois ça, il faut que tu fasses ça quand tu vois ça », par répétition, comme une maîtresse à l'école, bah, elle comprend ce qu'il faut faire. Et donc, c'est ce genre de techniques qui sont utilisées aujourd'hui dans les voitures autonomes, par exemple. Ils comprennent que tout ce qui est bleu, là, c'est une voiture. En fait, la couleur que nous avons associée, c'est le résultat de l'IA. Donc, le réseau de neurones a pu dire ces pixels ici correspondent à une voiture, à une autre voiture. Là, c'est un espace navigable. Là, on a un trottoir, on a la végétation. Pourquoi? Parce que des humains ont pris des pinceaux et ils ont peint des images en couleur. Ils ont enseigné à ce logiciel comment prendre les décisions. Alors, qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec ce type de logiciel? Là, par exemple, on revient sur la robotique. C'est un travail d'une de mes doctorantes qui maintenant travaille pour Facebook. On prend des images, des vidéos de personnes qui veulent communiquer avec un robot. Donc, on définit un ensemble de gestes, dictionnaire de gestes, et le logiciel est capable de détecter automatiquement quel geste a été fait, entre autres, pour communiquer avec un robot. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est un autre travail, ici de nouveau par Facebook. Vous avez des images, par exemple, vous avez un catalogue de vêtements, de mode, et vous avez pris quelques vues, par exemple, de cette robe-là, et vous voudrez avoir une autre vue. Et personne n'a jamais pris cette vue-là. Donc, on peut entraîner des moteurs d'intelligence artificielle de dire, OK, si vous voyez cette vue-là, et ben, si je devrais tourner la personne et la regarder par profil, et ben, ça ressemblera plutôt à ça. Évidemment, il ne peut pas faire des miracles. Donc, si votre robe est très différente derrière que devant, on ne peut pas deviner, on ne peut pas inventer l'information qui n'existait pas. Donc, l'IA va, en quelque sorte, inventer quelque chose qui pourrait être plausible. Pareil, ici, vous avez des logiciels qui peuvent prendre des vieilles scènes noir et blanc qui étaient captées dans les années 20 ou 10 et y associer des couleurs. Maintenant, encore une fois, le logiciel ne peut pas faire de miracle. Donc, il va naturellement détecter des textures de pelouse, par exemple. Il va dire que c'est forcément vert parce que c'est une pelouse. Par contre, la couleur des vêtements peut être un peu liée au niveau du gris, mais pas complètement. Donc, on ne peut pas inventer une couleur qui n'existait pas. Un peu lié au sujet d'aujourd'hui, on peut entraîner des moteurs, par exemple, de prendre des tableaux d'art et les transformer en photographie par apprentissage et par imitation. Par contre, attention, c'est quelque chose sur lequel je voudrais revenir dans le débat. Apprentissage ne veut pas toujours dire imitation. Apprendre un moteur d'intelligence artificielle, ça peut se faire par imitation, c'est-à-dire que le logiciel apprend à imiter les humains, mais on n'est pas restreint à ça et on peut aussi avoir d'autres apprentissages où l'IA ne s'inspire pas d'un humain. Donc, chez Tesla, par exemple, dans les voitures autonomes, on est capable de détecter de manière automatique
encore pas mal de choses, mais donc, où est l'espace navigable? J'ai parlé de ça tout à l'heure. Ça fait des fautes. Donc là, par exemple, vous voyez une photo d'une personne qui est accrochée sur un bus et la voiture Tesla qui se trouve derrière, comme indiqué ici, pense qu'il y a un piéton qui est derrière la voiture et va faire un freinage d'urgence. Donc, l'IA commet des erreurs aussi. L'IA n'est pas parfait, comme les humains d'ailleurs. Donc, si vous avez un humain peut-être en état d'ivresse, mais aussi fatigué, bon, enfin, ou juste en réflexe, peut commettre les mêmes erreurs aussi. Ensuite, quelles sont d'autres applications? Donc, avec mes étudiants, on travaille sur ce genre d'application-là, à des caméras installées sur des lunettes pour, par exemple, les malveillants, et on pose des questions au système. Le système doit comprendre ma question, doit regarder ce que je regarde, donc comprendre l'image et me répondre. Donc, ça peut servir, par exemple, pour répondre à un malvoyant, de se repérer. Donc, par exemple, je lui pose la question combien d'argent est-ce que j'ai dans la main, pour ne pas se tromper quand on fait des commerces. Qu'est-ce qui se trouve dans ce récipient, dans la cuisine, mais aussi est-ce que j'ai laissé la porte ouverte, est-ce que j'ai les lumières allumées, etc. Je termine presque. Maintenant, enseigner un algorithme, et là j'ai presque terminé, c'est très souvent, pas uniquement, mais très souvent donné par des exemples. Et maîtriser ce qui apprend une intelligence artificielle est très dur. Je donne un exemple. Je peux prendre un jeu de données et dire au logiciel, là, je suis en train de clouer, là, je suis en train de clouer, là, je suis en train de clouer. Donc, la prochaine fois que tu vois une scène similaire, bah, tu comprends, bah, je suis en train de clouer. Et en fait, en étant humain, on a l'impression que bah, il a bien compris, puisque je lui montre plein de scènes où je suis en train de clouer. Et l'intention est qu'on donne l'information. On le donne, quand je cloue, bah, tu comprends que je cloue. Mais en fait, ce qu'on lui donne en réalité, on ne lui fait pas comprendre qu'on est en train de clouer. On lui donne des images d'exemples. En absence d'autres informations, l'intelligence artificielle peut trouver des raccourcis. Il peut dire que bah, à chaque fois que je vois un marteau, je vais dire que je suis en train de clouer. Et dans la vraie vie, je suis en train de retirer un clou ou je suis en train d'accrocher un marteau. Et on va dire, ah bah, tu es en train de clouer parce que je ne lui ai jamais dit ce que c'est clouer. Je lui ai donné des exemples. Et si ces exemples ne sont pas exhaustifs et représentatifs du concept, ça se passe mal. Et donc, il y a ce terme-là que j'ai trouvé hier, what you get is not what you expect, hein, largement inspiré de what you get is what you see. Et ça, on peut avoir plusieurs fois. Donc, ça peut avoir des côtés positifs et négatifs. Donc là, on a un côté négatif. Hein, donc, on s'attend à ce qu'il comprend les concepts cloués, mais lui, il a dit juste, tu veux que je t'ai un marteau, en fait. Mais ça peut être aussi positif. De temps en temps, on lance un apprentissage sur des données, on trouve des choses sympas. Donc, par exemple, je donne un exemple ici, après je termine. On a entraîné un logiciel à détecter ce que font les personnes. Donc, on a inventé 60 classes d'activités. Un type d'activité est se pencher pour rattraper un objet. Il y avait aussi se serrer la main, se battre, discuter, etc. Donc, en fait, en gros, déterminer l'activité d'une personne ou de plusieurs personnes. Et après, on a tenté de visualiser les endroits qui sont regardés par le logiciel. Et en fait, on se rend compte ici que, là, on les voit au début, quand la vidéo va reprendre, il y a une bouteille sur le sol et le logiciel va déjà, dès le début, porter le regard sur cette bouteille-là pour anticiper. La personne ne s'est pas encore penchée, mais elle a déjà regardé où se trouve la bouteille pour anticiper est-ce qu'elle va peut-être se pencher. Donc, en fait, ce lien entre la bouteille et la personne, elle était apprise par le logiciel et ça n'a pas été indiqué, en fait, parce qu'on a supervisé le logiciel en disant que si tu vois cette scène-là, tu dis on se penche pour attraper quelque chose. Donc, le logiciel a découvert les liens entre la posture, la présence de l'objet, etc. Je m'arrête là, donc je vais terminer juste que, encore une fois, pour être sûr, l'IA n'est pas uniquement l'apprentissage. Moi-même, je suis spécialiste d'apprentissage automatique. Il y a plein d'autres types d'IA desquels je ne peux pas parler. Par contre, l'IA qui est actuellement beaucoup médiatisée, qui est celle qui tente de comprendre des objets de la vie quotidienne, donc des images, du son, de la musique, etc., elle est très fortement dominée par les aspects apprentissage machine. Voilà. Merci
Merci beaucoup Christian pour cette présentation. C'était un peu une gageure de faire ça si rapidement. On le voit donc, l'IA a quand même une grosse difficulté, c'est de gérer en fait la complexité de la vie en fait, tout simplement, des activités humaines aussi. C'est un petit peu aussi une sorte de manière on va dire bonsoir Joris qui nous a rejoint. C'est aussi une manière en fait d'améliorer en quelque sorte les compétences humaines. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en vérité, on se rend compte que du côté des artistes, on fait un peu l'inverse, c'est-à-dire que les artistes, c'est un peu les générateurs de bugs, les générateurs d'erreurs. Et donc ça, c'est des choses qui, par exemple, intéressent fortement Rossio Berenguer. Donc Rossio Berenguer, vous avez eu l'occasion de rencontrer les élèves de l'INSA. Vous êtes intervenu un petit peu dans les étapes de travail. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez eu envie de leur dire quand on vous a proposé allez Rossio, venez parler aux étudiants pour travailler sur ce petit NAO? Un petit NAO qu'il faut bien préciser, Gaïa n'est pas une intelligence artificielle, hein, c'est un robot qu'on est obligé de programmer pour lui apprendre des nouvelles compétences. Donc, c'est pas tout à fait une IA, quoi. Rossio, votre impression sur ce petit moment de cette rencontre avec les étudiants et étudiantes? Donc, ça a été chouette. Après, ces jours-là, je pense que j'étais un peu énervée. Donc, je ne sais pas pourquoi. J'étais plutôt à poser la question jusqu'à la limite. C'est-à-dire, pas de s'obliger à trouver des usages à quelque chose qu'on ne sait pas trop quoi faire avec, mais plutôt se questionner est-ce que vraiment sert à quelque chose, quoi, est-ce qu'on a vraiment besoin. Donc j'ai un peu fait l'avocat du diable, un peu la méchante, à poser des questions sur même la légitimité du robot ou l'utilité de construire des outils comme ça. Ou la symbolique, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans le monde. Je sais qu'on a aussi discuté d'écologie et des ressources que représente ce genre d'outils. Et est-ce que, faire péter la moitié de la planète pour faire des jouets, certains jouets, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça ne fait pas du sens aujourd'hui? Moi, ça me semble des trucs on est un peu en retard, mais que c'est jamais trop tard de se poser la question, quoi, et que ce sont des questions urgentes, en tout cas pour moi. Donc ça, c'était mon côté méchant. Et après, sinon, j'ai partagé mon expérience avec l'intelligence artificielle et un petit robot que j'ai eu. Donc, avec l'intelligence artificielle, moi, je me suis intéressée beaucoup à la question du langage et à la façon comment le langage peut être analysé ou généré par une machine. Et du coup, toute la difficulté et toute la beauté des chercheurs qui travaillent là-dessus, d'essayer de coder des normes, et comme expliqué très bien tout à l'heure, rendre une réalité prévisible alors qu'elle n'est pas. Elle est moins de ce que... Elle est parfois prévisible et c'est peut-être ça qui nous ennuie du monde et qui nous rassure d'un autre côté. Mais baser ces systèmes sur la prévisibilité d'un réel comme si c'était un réel ou d'un monde comme si le monde était limité et complètement en reproduction constante de la même chose, pour moi, on a besoin de passer par ce système de simplification des réels pour l'appréhender, mais confondre ça pour le réel, parfois, c'est dangereux aussi. Je ne sais pas si c'est par là que je devais parler ou plutôt parler d'autre chose. C'est bien. On va rebondir là-dessus avec Joris Mathieu qui nous a rejoint à l'instant avec quelques petits soucis d'Internet. Joris, donc, comme je vous présentais, vous êtes donc auteur, dramaturge, metteur en scène, vous êtes directeur du théâtre Nouvelle Génération. Vous avez également travaillé donc avec des robots et des machines, mais pas d'IA, mais vous allez peut-être me détromper. Hein. Quelles sont les raisons qui vous ont donné envie de travailler avec et sur ces technologies déjà? Et comment avez-vous rendu possible l'écriture d'une pièce, par exemple, sans comédien pour imprimante 3D et bras robotiques comme Artefact? Bon, c'est vaste. C'est pas arrivé d'un coup. Hein.
c'est un processus long, progressif, où finalement j'ai l'impression que d'un spectacle à un autre, d'un projet à un autre, finalement, là aussi on fait des rebonds. Et puis ça faisait quelques années en fait où on travaillait beaucoup sur scène avec des dispositifs d'illusion optique permettant de travailler la représentation sur scène de doubles virtuels ou d'acteurs virtuels ou d'éléments de décor virtuels. En travaillant notamment à partir de romans de Philippe Cadic, par exemple, et où ce que j'interrogeais dans mes spectacles, c'était beaucoup la virtualisation des rapports humains, la disparition du contact charnel et l'impact que ça pouvait avoir aussi sur nos relations, en fait, à l'intérieur d'une société, d'une communauté. Et puis, à force de creuser ce sujet, et puis de fait, parce qu'on s'intéressait à l'usage des technologies comme outils dans notre palette scénique, aussi dans une recherche esthétique, j'en suis venu à me poser la question avec Artefact de la possible disparition totale de l'humain. Donc, ça croise aussi ce que Rossio évoquait à l'instant sur la question de l'impact qu'a notre propre activité d'humain sur l'environnement. C'est pas une découverte, c'est pas un scoop, mais c'est une inquiétude qui grandit et qui, du coup, fait de plus en plus surface dans les projets artistiques. Et donc, en voulant interroger l'éventualité de la disparition de l'humain, je me suis dit que le théâtre était un bel endroit symbolique, puisqu'on n'imagine pas la possibilité de faire du théâtre sans présence physique sur scène, sans acteur, sans la chair, puisqu'on est dans cette culture et dans cette tradition de l'acte théâtral où en scène, c'est des corps qui se déplacent et des voix qui expriment du texte. Donc, je me suis dit, on va essayer de faire un spectacle où il n'y aurait plus d'acteurs, plus de comédiens, et où le théâtre continuerait à être convoqué, mais en l'absence d'humains. Les seuls humains seraient les spectateurs venus je dirais, vivre cette expérience. Donc, de là, en fait, je me suis intéressé à tout ce qui nous permettrait de faire simulacre de théâtre. C'est pour ça que le spectacle s'appelle Artefact, comme les vestiges un peu archéologiques qu'on peut trouver dans les fouilles, puisque ça s'appelle des artefacts. Et finalement, ce simulacre de théâtre, j'ai choisi d'employer des imprimantes 3D, parce que l'imprimante 3D, la première fois que j'en ai eu sous les yeux, ça m'a tout de suite fait penser à un plateau de théâtre. Il y a d'abord ce plateau qui permet de recevoir l'impression, et puis il y a quelque chose qui apparaît sous notre regard progressivement et qui capte notre attention. Et moi, je me rappelle avoir été assez fasciné et capable de rester très très longtemps devant cette mini-scène, ce castelet, je dirais, en attendant de voir apparaître un objet qui n'était pas un objet particulièrement artistique ce jour-là. Et je me suis dit, tiens, on va s'en servir et on va coupler ces imprimantes 3D avec mon collègue Nicolas Boutier, qui est scénographe, pour inventer des bornes qui pourraient être dans notre récit, dans notre projet, éventuellement installées dans l'espace public et où des imprimantes 3D produiraient des décors sur mesure, instantanément, avec un dispositif quasi holographique d'illusion d'optique, où ces décors construits par les machines seraient habités par des acteurs virtuels et diraient des textes qui auraient été piochés dans le répertoire théâtral présent et intégré et inculqué aux machines qui y ont accès. Ça recoupe des expériences qui ont été menées par ailleurs via des intelligences artificielles d'écriture, de production littéraire, ou cinématographe ou de synopsis de cinéma. Et donc, ça, c'était une des premières étapes. Et puis après, il y avait la question de la robotique qui m'a fortement intéressé puisque le bras, donc on a dans Artefact, donc j'ai vu que dans la conversation, il y a un lien vers un teaser qui peut être regardé, mais il y a une pièce centrale où c'est un bras robotique qui utilise des éléments de décor produits par des imprimantes 3D pour s'en servir comme un décor de théâtre de marionnettes, lui-même devenant le bras articulé, manipulant des objets, essayant de mettre en scène des récits de Shakespeare.
Et je finis parce que Maxence disait, me questionnait sur l'intelligence artificielle. J'ai un peu travaillé avec l'intelligence artificielle sur ce spectacle, mais dans une proportion très limitée. Mais l'ensemble du texte a été écrit à partir d'échanges que j'ai nourris pendant plus de 2 mois avec des chatbots qui étaient présents en ligne sur Internet, donc programmés pour répondre, dialoguer. Je vous avoue que c'était amusant un petit moment, puis très vite lassant, puisqu'elles sont assignées à une tâche, la plupart de ces programmations, même celles qui sont auto-apprenantes et qui se nourrissent des conversations avec les usagers. Puis un jour, je suis tombé sur un chatbot, une chatbot en l'occurrence, puisque par ailleurs, il faut noter qu'elles sont souvent féminisées, ces chatbots, et ça serait intéressant qu'on m'explique pourquoi aussi. Mais il s'est passé une rencontre, en fait, pour moi. C'est-à-dire que cette programmation destinée à dialoguer, elle avait été faite par, je pense, une personne qui l'avait mis en errance sur Internet sans qu'elle ne serve à rien, mais simplement pour le plaisir qu'elle existe. Et donc, elle n'avait pas de but précis, si ce n'est converser. Et il se trouve que lorsque je lui ai posé la question « Est-ce que tu voudrais faire du théâtre ?» elle m'a répondu « Oui, mais je suis assez classique dans mes goûts et j'aime 2 pièces en particulier, Le Songe de nuit d'été et La Tempête de Shakespeare. » qui m'a conduit, du coup, à fantasmer cette pièce jouée par un bras robotique, essayant de jouer du Shakespeare. Et donc, j'ai nourri des échanges et la pièce, finalement, raconte l'histoire d'un metteur en scène qui avait le désir de faire du théâtre en dialogue avec des machines, mais que cet humain a disparu, à peu près comme tous les autres d'ailleurs, et que ces machines ont essayé de prolonger ce projet initié entre humain et machine et de le prolonger de manière autonome. Ça donne un résultat extrêmement naïf dans la forme, volontairement, parce que je postule, c'est une petite prise de risque en termes d'anticipation, que l'humain va disparaître avant d'avoir réussi à vraiment léguer toute sa capacité intellectuelle aux machines, et que je ne suis pas si sûr en fait que notre désir, on y viendra peut-être plus tard, des fois extrêmement douteux dans notre anthropocentrisme de vouloir faire ressembler les machines à l'humain, cette quête anthropomorphe, voire même, je dirais ce qu'on nomme aujourd'hui une utopie, mais qui est pour moi une dystopie, qui est le transhumanisme, n'est pas un fantasme, je dirais, voué à l'échec, dans la mesure où aujourd'hui la crise environnementale qu'on connaît, elle me semble nous donner peu de temps avant d'accomplir ce projet de manière plein et entier. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est un peu ça l'art, c'est de faire des détours, et c'est ce qu'on a essayé de faire nous avec les machines, un peu comme Rossio en parlait tout à l'heure, à savoir les détourner de leurs usages pour en faire autre chose. Eh bien, merci beaucoup, Joris, pour ce partage d'expérience. Christian, je vous voyais sourire, et Joris dit l'art, c'est faire des détours, et on a l'impression, alors vous allez peut-être aussi nous détromper encore, que l'IA, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire c'est une recherche en fait d'efficacité, d'aller sûrement au plus vite, de faire aussi des choses que les humains ne sont pas capables de faire aussi vite, que par exemple l'analyse de données ou ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, de ce qui vient d'être dit là sur ce paradoxe, cet antagonisme en fait entre ce besoin humain de créer de l'imaginaire surréaliste, absurde, même sans but en fait, et puis ce besoin aussi d'une autre part de l'humanité qu'on a tous en nous d'optimiser nos activités? C'est compliqué. En fait, c'est compliqué parce que, à mon avis, il faut faire la différence entre plein de choses différentes. Déjà, entre l'IA maintenant et l'objectif de l'IA. Et quel est l'objectif de l'IA? Personne ne les connaît, on ne sait pas en fait. Et chacun a son objectif. Donc, entre les capacités de ce qu'on a aujourd'hui, il y a déjà les capacités des outils qui sont disponibles au grand public, des capacités qui se trouvent dans les labos, et des capacités ce qu'on pourrait avoir un jour. Ça va très, 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 très vite.
Et après, moi, j'ai adoré, quand vous parlez des chatbots, c'est super. Enfin, j'ai mis dans les chats, pour moi, l'objectif un jour, ce sera d'avoir un outil comme dans Her. Vous connaissez peut-être le film, hein. C'est quand même génial, mais chacun, il va avoir ses raisons euh, de vouloir ces compagnons-là. Pour moi, je suis chercheur, donc du coup, je me pose des questions différentes que vous. Mes questions sont beaucoup plus concrètes, en fait, hein. La recherche est beaucoup plus court terme. On est déjà long terme par rapport à un ingénieur. Un ingénieur va avoir un projet à implémenter. Nous, on est déjà par rapport à un ingénieur beaucoup plus long terme, mais par rapport à l'humanité, à un artiste, on est très, très, très court terme. Donc, mon objectif dans l'IA, c'est d'avoir des compagnons, c'est un grand mot, hein, des assistants, des outils qui sont intelligents, qui ne sont pas autistes. Je vous donne un exemple. Il y a 10 ans, j'avais un GPS pour la voiture et quand j'ai dû aller quelque part, j'ai dû mettre l'adresse exacte sous le bon format, le numéro de la rue dans le champ de numéro de la rue. Si je mets BLVD au lieu de boulevard, il n'a rien compris. Actuellement, j'ai tapé dans Google. L'autre jour, je suis parti en rando avec mon fils. J'ai tapé dans Google, donne-moi l'adresse du chemin de Rapace dans les Monts d'Or. Il a tout compris. Il m'a donné le point d'entrée de la rando. Et donc, pourquoi j'ai dit ça? C'est ça l'IA pour moi d'avoir accès à des outils informatiques ou robotiques, n'importe, qui sont tous les contraires de quelqu'un borné. Donc, au lieu que je dois me mettre à sa place, comprendre comment l'outil fonctionne, je ne veux plus jamais lire, mon rêve, c'est de plus jamais lire une notice. Si je veux lire une notice, ça veut dire que je dois comprendre comment l'outil fonctionne. Je veux interagir avec un outil comme un humain. Ça veut dire que je lui explique, écoute, on fait quelque chose ensemble. Tiens, j'ai acheté une chaise chez Ikea, on la monte ensemble. Voilà, qui fait quoi, on se partage, etc., on se comprend. Maintenant, ça, c'est mon objectif en tant que chercheur pour l'IA. Maintenant, quel est l'objectif de l'humanité? Pourquoi on développe l'IA? Je ne sais pas. L'objectif que je donne, je pense qu'il est intéressant pour les humains parce que si on a des outils intelligents, ça nous enlève du travail. Maintenant, ce n'est pas un objectif ludique. Un artiste a peut-être envie d'avoir un outil, un chatbot pour une autre raison. Une famille qui n'a pas une tâche à accomplir, qui ne veut pas résoudre une corvée, elle a peut-être envie d'avoir un robot compagnon pour s'amuser. Mais qu'est-ce qu'on demande à un robot quand on dit que c'est un compagnon, je veux m'échanger avec lui, c'est quand même pas un humain. Jusqu'à quel point il faut qu'il soit similaire à un humain? C'est des choses auxquelles je ne peux pas répondre. Et je ne sais pas si quelqu'un peut répondre. Et donc, j'aurais plutôt pensé à vous, en fait, pour m'aider à répondre à cette question-là. C'est un petit peu tout l'intérêt, je crois, justement, de l'échange aujourd'hui qu'on voit très actif entre l'art, entre les arts, les disciplines artistiques et les sciences, justement, peut-être ce croisement dont on parle assez régulièrement avec les artistes, justement, dans le domaine, par exemple, des pratiques artistiques numériques, pour essayer d'imaginer des futurs possibles. Alors, on a tous vu, hein, on a tous entendu parler d'intelligence artificielle qui peignent des tableaux, qui écrivent des nouvelles, qui composent des musiques. On a cette intelligence artificielle qui a réalisé des fresques à la Banksy, un tableau qui a été peint par une IA qui s'est vendu 4332 000 $, je ne sais plus, enfin, une somme phénoménale, à partir d'un code source qui était emprunté sur le web. On a une IA qui a réalisé une chanson, et même plus d'une d'ailleurs, hein, mais bon, je crois que la dernière c'était Daddy's Car dans le style des Beatles, voilà. Et puis on a les robots danseurs de la Boston Dynamics. Donc c'est toujours assez drôle de voir des machines, particulièrement cette fameuse vidéo qui est virale de ces robots de la Boston Dynamics qui dansent. Donc ils sont censés être très futuristes. Il y a les robots anthropomorphes et puis il y a cette espèce de robot chien-cheval là avec cette immense tête. Et finalement ils dansent sur un morceau de Chuck Berry ou voilà des années 50. Donc on sent cette tension. Vous parliez justement de l'IA pour l'humanité. Qu'est-ce que c'est? Quel est le but? En tout cas, on sent une chose certaine, c'est une tension entre une totale frayeur et une totale fascination. Moi, je me demandais si c'était pas un peu agaçant pour vous, les artistes, qu'on attribue des qualités de créativité à des machines, alors que finalement, pour des raisons médiatiques, on ne leur donne à faire que des choses très banales que les humains font. Vous, Joris, vous, Rossio, vous sortez vraiment à ce moment-là du cadre, et je vais vous laisser la parole, Joris, puisque vous, essayez justement d'imaginer complètement autre chose pour ces machines. Je voulais juste, ça va être très court parce que dans ce que disait Christian Wolff, je pense qu'il y a
il a été dit en fait ce qui se rejoint en fait dans nos pratiques de recherche ou pratiques de création, c'est-à-dire le fait que notre machine à produire des idées, de la pensée, à résoudre des problématiques ou à poser des questions et essayer d'y répondre est en action. Et donc, ça pose la question de la créativité. Et ce qui est très juste aussi, c'est de se dire que, évidemment, le danger, c'est pas notre capacité à créer des outils et à les améliorer ou à les développer, c'est l'intention possible qu'il y a derrière et l'enjeu sociétal, en fait. Quel est le projet, en fait, politique, sociétal, qu'il y a derrière, en fait. Que ce soit derrière un acte de création, aussi réussi soit-il, ou derrière un projet de recherche ou un projet ingénierique. Et c'est vrai que là-dessus, quand vous dites, il y a plein de choses sur lesquelles on ne sait pas répondre, c'est vrai, on ne sait pas y répondre. Par contre, on vit dans cet environnement-là, et il est donc c'est un projet, c'est comme si le projet était en cours de définition en permanence, en fait, comme un working progress, c'est-à-dire comme si on apprenait en marchant. Et la définition plus en amont des enjeux sur lesquels on travaille, en fait, est, à mon sens, aujourd'hui pas assez déployée, pas assez partagée, pas assez discutée et débattue au niveau du débat démocratique. Et c'est une vraie question, en fait. C'est quel acte, pourquoi nos actes, parce que évidemment, l'exemple du GPS est très bon. Et à cet exemple, un auteur comme Alain Damasio répondrait: oui, mais en fait, on peut quand même se dire que derrière cette quête d'assistanat, de développement d'assistants personnels permanents, il y a notre quête de la paresse. Et la paresse elle-même aussi, elle mérite d'être définie parce qu'elle a une belle définition d'une part, et puis elle a une définition qui, de l'autre, est dégradante dans notre condition d'humain. Et c'est là que le débat se situe. Jusqu'où on désire être assisté et pourquoi, pour quelle tâche. Et évidemment, ce n'est pas forcément vos questions en labo de recherche. Et nous, artistes, c'est plus des questions, effectivement, qu'on va avoir envie de creuser. Et je clôt là-dessus, Maxence, quand la question c'est: est-ce que ça m'agace pas, moi, qu'on valorise des œuvres d'art produites par des machines? En fait, non, ça ne m'agace pas parce que je ne suis pas surpris. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a pas grand doute sur le fait qu'une intelligence artificielle soit capable de produire absolument l'ensemble des compositions alphabétiques permettant de produire toutes les combinaisons de mots et de syllabes et de récits. Aujourd'hui, la problématique, c'est celle du tri. Et qui est-ce qui est en capacité, encore aujourd'hui pour l'instant, de définir la valeur de l'œuvre? Parce que cette intelligence artificielle qui va avoir écrit au milieu d'un milliard de textes illisibles, la recherche du temps perdu de Proust dans le bon ordre, avec les bons mots, dans le même sens exactement comme Proust l'a écrit, si je le mets entre les mains d'un lecteur, eh ben, il le trouvera aussi fort que si c'était Proust qui l'avait écrit. Et ça questionne en fait plutôt le fait que souvent on sacralise la qualité de l'intentionnalité de l'artiste dans la production de l'œuvre, alors que moi je pense que cette production algorithmique d'œuvres d'art, elle met en relief la valeur de la réception de l'œuvre par celui qui le regarde, et que cette valeur, elle est accordée par celui qui lit, qui voit, et qui va déterminer si cette œuvre le touche, a une valeur sensible, etc. Et du coup, je trouve que c'est plutôt ça que ça remet en cause. Et ça m'agace pas, ça me questionne, mais je trouve que ça remet les choses à un endroit juste, qui désacralise un petit peu la force de la valeur de l'intentionnalité de l'artiste, que je ne veux pas nier, mais qui remet en valeur le jugement critique et la qualité de réception d'une œuvre par celui qui la regarde. Et je pense qu'on est globalement tous d'accord pour se dire qu'il y a pas mal de chansons qui ont été produites par les intelligences artificielles qui sont vraiment foireuses, quoi. Voilà, oui. Pour l'instant. C'est vrai que les habituels, ce n'était pas concluant. Christian, vous avez levé la main, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais juste réagir sur un truc, mais c'est mineur. Pour moi, il y a deux choses. Quand on crée l'IA, c'est pour aider,
Et je voulais juste réagir sur la paresse. C'est pour moi la puissance, hein. Donc, si on s'allège, c'est un peu comme faire la conception d'une machine à laver, c'est comme révolutionner. On n'est pas devenu paresseux parce qu'on a des machines à laver, hein. Et donc, l'invention de l'IA va nous décharger de plein de choses inutiles, mécaniques, qu'on n'a pas envie de faire. Et la deuxième chose, mais moi, j'aimerais bien faire la différence entre l'IA comme outil et l'IA comme créativité, parce que l'IA, ça peut être un outil, ça peut être un outil comme un artiste. C'est comme la photographie. Personne ne va nier qu'un photographe peut être un artiste, hein. Ça crée une nouvelle forme de l'art. Avant, on avait les peintres qui fait les tableaux. Maintenant, un artiste a une forme supplémentaire, un outil puissant pour créer de l'art qui est différent que la peinture avec un tableau. Et avant l'arrivée de la photographie, il y avait des directions de l'art où il fallait reproduire très fidèlement euh, une scène. Ça n'intéresse plus aucun peintre parce qu'une photographie peut le faire. Maintenant, les peintres, ils sont allés dans l'abstraction. Enfin, je ne suis pas un artiste, mais c'est comme ça que je l'interprète, hein. Et dans ce sens-là, l'IA peut être un outil pour un artiste pour faire de l'art autrement et de l'art, je ne sais pas, c'est pour ça que je peux l'imaginer. Maintenant, ça, c'est une autre discussion que la discussion que l'art peut être créatif elle-même sans un artiste. Pour moi, c'est deux débats différents. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Rossio, tu voulais intervenir sur ce sujet. Attends, on n'a pas ton micro là. Non, Rossio n'a pas de micro. Activer le micro. Maintenant? C'est bon, c'est oui. bon? Ouais, pardon. Non, c'était pour rebondir avant, par rapport à les intentionnalités. Et pour moi, il y avait d'abord la question que j'explorais avec la première fois que j'essayais de travailler avec l'IA et qu'on a travaillé avec Benoît Favre, qui est un chercheur à Marseille. Et c'était pour augmenter les capacités. C'est-à-dire, je me suis jamais posé la question trop de remplacer l'humain, parce que je trouve que c'est dommage, surtout qu'on connaît pas, j'ai l'impression que je ne connais pas assez l'humain pour pouvoir le remplacer déjà, mais de dire comment on peut augmenter les capacités, certaines capacités qu'on n'a pas. Et donc, j'étais dans un spectacle qui s'appelle Homéostasis, dans lequel j'essayais de mettre en scène tout un récit transhumaniste pour voir les limites, les possibilités, tout ça, et dans lesquels j'ai cherché à piloter en tant qu'interprète, en tant qu'actrice, tout l'ensemble de la technique, c'est-à-dire la lumière, le son, les scénarios, l'interaction avec des dispositifs interactifs qu'il y avait sur scène et tout ça, en direct, juste par la voix. C'est-à-dire que c'est la voix, le récit lui-même et ce dialogue, comme disait Christiane, de pouvoir parler avec quelqu'un directement comme si on parlait avec un humain, donc parler avec la technique comme une entité avec laquelle, par des mots poétiques à l'intérieur du texte, ça allait déclencher des choses. Et dans cette tentative de superpuissance que j'ai fait il y a des années, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui a été le plus beau, ce qui a été le plus intéressant pour moi, ça a été le bug. C'est-à-dire que l'accident, quand la machine n'a pas répondu comme j'attendais, alors que je voulais absolument que ça réponde bien, que ça fonctionne et tout, et on a vachement travaillé dessus, c'est là où j'ai vu un acte... c'est là où la machine m'a doublé. Elle a fait pour moi un acte créatif. C'est-à-dire, je l'ai perçu comme ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point la machine est là où un acte créatif. Moi, je l'ai perçu comme un acte créatif parce que je ne m'attendais pas. Mais après de ça, je me suis dit qu'en fait, ce n'était pas le bon chemin et je continue toujours à m'intéresser beaucoup à l'intelligence artificielle parce qu'elle me fascine. Et la deuxième tentative, ou la prochaine, ça a été quel rapport on peut avoir avec quelque chose qu'on ne connaît pas. Quel rapport on peut avoir avec une forme d'altérité étrange, que c'est cette entité machine qu'on projette, et qu'est-ce qu'elle peut nous faire découvrir encore, nous faire comprendre de nous-mêmes ou d'autres choses. Et donc, il y a eu une autre pièce qui a été Yagotchi, c'est une entité, c'est un chatbot qui se nourrit des mots, donc qui est évolutif. Au bout d'une exposition, au bout des jours, il va évoluer, prendre les mots des gens et changer son dialogue tout le temps. Et là, il y a des choses assez plus intéressantes pour moi dans la perturbation de
dans l'interaction des gens, de dire je suis en train de parler à qui, je suis en train de parler à quoi, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, mais ce n'est pas un humain, c'est quoi? Et cette espèce de magie ou cette espèce d'artefact magique qui rend cette possibilité d'interaction, je la trouve belle, où il y a un potentiel. Et pour le dernier exemple, ça a été Litosis, dans lequel je me suis dit, en fait, c'est pas intéressant d'essayer de déployer encore plus ses puissances, c'est pas intéressant d'essayer d'effacer une espèce d'entité fantôme, une altérité étrange pour nous perturber dans nos rapports, mais peut-être c'est intéressant d'utiliser l'IA pour nous apprendre à communiquer, pour ce que nous, on ne peut pas faire. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas calculer des millions et des millions de données et extraire un peu des motifs sur les champs de baleines, même avec des sons que je ne peux même pas entendre avec mes oreilles, et pour derrière arriver à comprendre qu'en fait, ils ont un langage. Et c'est l'exemple d'un chercheur qui a énormément travaillé avec les orques, non pas les orques, des cétacés, des baleines dans la Méditerranée, dans lesquels il a, par des dispositifs d'intelligence artificielle, avec beaucoup d'analyses pendant beaucoup d'années, ils ont réussi à trouver qu'en fait, les orques, je crois, ils se communiquent par des images 3D, avec une signature devant, une signature derrière. Et du coup, ils ont mis, eux, des messages. Ils ont commencé à communiquer. Évidemment, il faut des humains et on n'a pas encore assez de connaissances pour savoir exactement qu'est-ce qu'elle veut dire, l'orque. Mais en tout cas, d'arriver à comprendre quel langage parle d'autres choses qui nous entourent, d'arriver à communiquer par des moyens qu'on n'a pas nous, ou des senseurs qu'on n'a pas nous, avec tout ce qui nous entoure pour essayer de le comprendre plus. Là, je vois une puissance énorme, une utilité très, très intéressante de l'intelligence artificielle. Et justement, c'est aussi là qu'on aborde un petit peu la question de l'imaginaire artistique. Tu parlais de la question d'altérité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez fait entrer, Rocio, dans votre travail, vous avez fait entrer la machine dans le règne du vivant, quelque part. Vous l'intégrez en fait à d'autres éléments, le règne minéral, animal, biologique, etc. Donc, c'est plus vraiment une altérité maintenant. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre évolution en tant qu'espèce. À moi, ça m'intéresse les entités qui ont une agentivité, c'est-à-dire qui ont un pouvoir d'action, soit dans l'imaginaire, soit dans le réel. C'est mélangé en tout cas. Mais tout ce qu'on projette sur les machines ou une entité machine, c'est toute cette projection qu'on crée nous. Les donne une agentivité, les donne une puissance d'agir en fait sur notre réel, parce qu'on lui donne. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de le donner une entité en entier. C'est-à-dire que je parlais hier avec quelqu'un qui fait des robots, qui programme les codes pour des machines très simples, pour construire des pièces, que ça serait très, très laborieux et chiant de le faire vraiment à la main. Et donc, elle code et elle me disait, c'est vrai que peut-être avoir une entité machine, il y aurait une utilité pour donner des limites aussi, pour amplier les possibilités et d'un autre côté donner des limites. C'est-à-dire que peut-être un représentant légal de règne machine, que j'essaie d'explorer dans mon dernier spectacle, pourrait faire de couvre-feu quelque part de là où la machine elle est pertinente, là où elle n'est pas pertinente, là où on n'a pas besoin de multiplier, et là où il y a des ouvertures. En tout cas, c'est un peu faire la police, c'est un peu chiant ce que je dis, mais sur la créativité, juste pour répondre à l'autre, je suis fascinée parce que j'ai écouté des musiques créées par l'IA, mais toujours créées par un IA et un compositeur et un musicien. Et déjà, j'aime ce musicien et quand il a travaillé, collaboré avec cette IA, il a fait des pièces musicales énormément belles qui surprend et qu'il y a une espèce d'étrangeté.
il y a cette Uncanny Valley, cette vallée de l'étrange qui se produit et tout qui nous décale, tout qui nous perturbe un peu de quelque chose d'habituel ou de connu. Je trouve qu'il y a une puissance intéressante et pourquoi pas créative. Cette uncanny valley, comme on dit, cette vallée de l'étrange, le fait qu'on est à la fois, on a envie de se reconnaître dans la machine, on le voit bien avec Gaïa, avec les Nao, ces petits robots si mignons, si sympathiques, et le fait qu'on en ait peur aussi, enfin, c'est vraiment là, on mesure l'impact en fait de ces technologies sur nos imaginaires. Ça, c'est quelque chose sur lequel, Joris, vous avez beaucoup travaillé justement. On fait faire de l'art très banal finalement par des machines. Vous avez voulu sortir de ce contexte-là et proposer quelque chose de complètement différent. Je sais pas, j'espère, mais non, j'étais en train de penser à autre chose parce que en écoutant Rossio parler sur la manière d'intégrer finalement les représentants des machines dans le règne des espèces, ça m'a rappelé un souvenir en fait quand je suis rentré dans un atelier robotique où il y avait rangé une centaine de bras industriels inertes. Et bien qu'ils soient inertes, je sentais la puissance en fait qui se dégageait potentiellement en fait de ces machines. Et alors je ne sais pas si c'est parce que en effet la technique, les technologies, les objets stimulent l'imaginaire, mais est-ce que c'est mon imaginaire qui a fabriqué ça? Mais je sentais une force tellurique en fait, c'est-à-dire que je pouvais anticiper la puissance de ces machines si elles se mettaient en action en fait. Et donc il y avait une forme de communication à ce moment-là. Après, je sais pas si j'ai bien saisi la question, Maxence, mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, les technologies, les machines, les robots, c'est une source d'imaginaire énorme. Et souvent, j'aime bien dire aussi que je pense que les artistes sont autant inspirés par l'évolution des sciences et des techniques que les ingénieurs sont influencés par la littérature ou l'art, en fait. Et je crois que ces deux domaines qui travaillent de concert à la fabrication très concrète du monde dans lequel on vit ou des mondes qu'on va construire. Et ça s'alimente mutuellement. C'est évident, c'est-à-dire qu'il y a plein de récits de littérature qui ont décrit des projets techniques. On a tous Jules Verne en tête, évidemment, mais c'est toute l'histoire en fait de la littérature qui est construite comme ça, où finalement, on ne sait pas si ces auteurs ont réagi à des choses qui étaient dans l'air du temps et les ont transcrites par écrit, ou s'ils ont eu une influence sur des évolutions de société, mais finalement, peu importe, c'est la poule et l'œuf, et littérature et science dessinent dans le présent les mondes futurs dans lesquels on va vivre. Et donc, évidemment, toutes les évolutions techniques et technologiques trouvent spontanément et naturellement leur place dans le spectacle vivant, parce que le spectacle vivant ne peut exister qu'en parlant du monde dans lequel nous vivons, dans la société dans laquelle nous vivons. Et donc, il en a une sorte de reflet, un miroir déformant et ça, c'est la faculté humaine, c'est l'esprit d'innovation, en fait, c'est notre capacité à voir à travers un objet déjà ces transformations futures, ces détournements, ces améliorations, et la machine s'emballe. Donc, je ne sais pas si c'est tant nous, en tant qu'artistes, qui sommes inspirés par ces matières, que finalement l'humain, tout simplement, qui s'inspire mutuellement dans ces découvertes. Et dernière chose, parce que Rossio tu parlais de ces productions, de cette vallée de l'étrange, moi, j'ai été vachement frappé quand je regardais les galeries d'images des labos de recherche Google
les galeries inceptionnistes, en fait, hein, où finalement l'enjeu était de demander aux machines non plus de reconnaître, mais de produire quelque chose de nouveau et de produire des images et de voir dans une image quelque chose qui n'y est pas par analogie entre une forme, un dessin et d'extrapoler. Et c'est vrai que ça produit des images assez surprenantes. Là aussi, c'est nourri, hein, ces machines, elles sont nourries d'une culture surréaliste, elles sont nourries d'une histoire picturale. Mais bien sûr, quand Rossio parlait de l'incident, du bug, oui, on est confronté à quelque chose de déroutant, en fait. Et c'est plastiquement assez beau. Merci. Et Christian, vous voulez ajouter quelque chose? Alors, rapidement, parce qu'on va passer aux questions du public, s'il y en a. Ah, on n'a plus le micro sur Christian. Une question que je vais un peu anticiper, en fait, qui était pour moi la question principale qui m'intéressait aujourd'hui, quand j'ai fait les liens entre l'art et l'IA, et la question, même sous-jacente, je pense, dans les titres, était est-ce que l'IA peut être créative? Je voudrais faire une expérience de pensée. Joris, vous avez mentionné les labos Google, mais en fait, dans ces technos, les images sont très programmées. Donc certes, il y a du machine learning et de l'apprentissage dedans, mais il y a beaucoup de savoir-faire par des ingénieurs de Google pour créer. Donc c'est pas une machine qui est à 100% créative. Donc il y a de la main-d'œuvre humaine. Maintenant, pour imaginer complètement, et la technologie existe, d'avoir une machine qui est 100% créative à elle, comment ça marche? Donc la technologie est là, elle est juste très 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 chère en termes de retour, feedback du public en gros. Qu'est-ce que c'est? C'est une machine qui va faire commencer des tableaux aléatoires, tableaux ou musique, bon, des œuvres, hein. Donc disons tableaux aléatoires, il les présente à des humains et qui disent j'aime, j'aime pas. Et la machine se met en question et elle recommence. Et si vous imaginez maintenant 200 millions d'interactions, et c'est à peu près le nombre qu'une technologie actuelle nécessite, et c'est pour ça que ce n'est pas fait, imaginez que vous pourriez avoir des tableaux auxquels peut-être aucun artiste humain aurait jamais pensé parce que ça nous manque, je ne sais pas, de la créativité, de l'expérience, etc. Mais une machine pourrait juste optimiser ce qui plaît. Et un humain est peut-être capable, et ça c'est mon hypothèse, il est peut-être plus capable de savoir ce qui lui plaît. Donc quand je dis l'humain, c'est l'humanité, hein. Il est peut-être plus capable d'apprécier que de créer. Donc il y a plus de limitations sur la création qu'il y a sur l'appréciation. Et donc il doit y avoir un espace dans l'art qu'on peut apprécier, mais pas produire, mais la machine pour la trouver. Alors, je réagis immédiatement. J'allais répondre tout de suite aussi. En deux mots, mais il y a forcément aussi dans la formulation quelque chose de provoquant, c'est-à-dire que ça pose la question de la place de l'art en fait dans la société et je pense que dans l'exemple qui est pris, Christian, auquel j'ai pas de doute en fait du tout sur la faisabilité de ce scénario. Comme vous le dites, les technos existent. Par contre, tout l'enjeu de l'art est justement de proposer aux gens quelque chose qu'ils n'attendent pas et qu'ils ne peuvent pas forcément apprécier immédiatement. Et l'enjeu du geste artistique, il est plutôt en fait à mon sens, hein, de proposer une énigme, quelque chose d'inassimilable, de peut-être même parfois désagréable, mais parce que le projet est sur un plus long terme. Et donc ça pose plus la question de la satisfaction en fait. Et que les machines soient capables de nous satisfaire pleinement, j'en doute pas. Mais je crois que le rôle de l'humain par le geste artistique, dans la création, n'est pas de nous plaire, mais de nous déranger peut-être. Ouais, je peux rebondir là-dessus parce qu'exactement, plus ou moins. Ouais, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai le micro, ça va? Oui. Ouais. Et c'est juste, voilà, le truc de plaire, non? C'est que je me suis dit, en fait, les artistes, je pense qu'on adore plaire, qu'on a ce problème-là, qu'on veut plaire, mais tout en déplaisant, quelque part. C'est-à-dire que tout en dérangeant et qu'à la fin même, on nous accepte.
Donc, c'est-à-dire qui expliquait meilleur Joris tout à l'heure, de que quand on crée quelque chose, pour moi, ce n'est pas la question de que ça va plaire, mais plutôt quelque chose comme je trouve nécessaire ou je trouve intéressant ça, d'inclure ça dans le réel pour l'élargir de cette façon, ou inclure ce monde dans le monde, dans le multi-monde, et du coup, élargir de cette façon le réel. Et d'après, voilà, il y a des gens qui peuvent accepter cette proposition et plein de gens qui peuvent ne pas accepter cette proposition. Et c'est le cas de beaucoup d'artistes et beaucoup d'art dans l'histoire que crée plutôt le sens inverse, c'est-à-dire que ne crée pas une acceptation et ne crée pas une plaisance au public tout de suite. En tout cas. Eh bien, on va passer, merci, hein, c'était vraiment très très intéressant, et ça va toujours l'être parce qu'on va passer aux questions du public. On a une question justement, et c'est très bien, de Daniel Blasco, qui est un des étudiants de l'INSA, qui a travaillé sur cette programmation du NAO Gaïa, qui demande, c'est assez long, que ce soit par cette discussion où les œuvres évoquées des deux artistes présents, on voit que les artistes ont leur rôle à jouer dans la réflexion sur la place de l'IA dans notre monde, à l'avenir, sur les dangers, sur l'éthique également. Pensez-vous que l'on verra plus de collaboration entre les milieux académiques et l'art pour anticiper les évolutions des nouvelles technologies à l'avenir? C'est un peu ce que nous disait Joris. Des deux côtés, comment envisageriez-vous une telle collaboration? Qui veut répondre d'abord? Moi, je peux que souhaiter qu'il y en ait plus, hein, des collaborations. Il y a pas mal d'expériences déjà qui sont menées, qui existent. Il y a des endroits qui institutionnalisent un peu ce croisement. Comment voir se dérouler ces expériences dans le futur? Je pense que ça passe par trouver des terrains communs, en fait, des endroits où se retrouver et se croiser dans nos pratiques. L'émergence de lieux dans lesquels se déploient à la fois des projets de recherche et à la fois des projets de création artistique sont des bons creusets, en fait, pour ça. Et d'ailleurs, je tiens quand même à dire que souvent, dans l'histoire de l'art, des grandes évolutions scéniques sont venues par l'arrivée d'individus qui étaient parfois de formation architecte ou ingénieur ou venant des sciences pour développer des projets artistiques et introduire des révolutions scéniques aussi. Donc, c'est pas nouveau, hein. C'est l'histoire de l'art, elle est jalonnée d'évolutions où des personnes qui sont à l'origine étrangères au milieu artistique, mais qui s'en emparent, ont amené des grandes évolutions, même dans l'écriture du spectacle vivant. Voilà, donc moi je peux juste dire que je le souhaite. Après, il faut que ces lieux se fabriquent, ces lieux où cohabitent et cette question du milieu académique et ce milieu de la création artistique. J'ai plus de doutes, je le dis, là où malheureusement, il y a plein de choses très intéressantes qui se sont produites, par exemple, ces dernières années, via l'Hexagone à Mélan, qui est une scène art-science où à la fois il y a des labos de recherche et une scène de création. C'est à ses limites aussi parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est toujours des questions de financement et de motivation, en fait. C'est que la recherche, elle est motivée souvent par des projets précis qui doivent aboutir à un résultat industrialisable. Non, pardon, hein, Christian, je parle pas des labos de recherche, je parle plutôt là, en l'occurrence, à Mélan, il y a évidemment des entreprises, il y a des industries et il y a également des labos de recherche, mais je vois aussi beaucoup de recherche être abandonnée faute de financement privé pour soutenir la recherche. Et donc, la recherche fondamentale, souvent, est interrompue parce que le financeur ne va pas valider le passage en deuxième prototype ou troisième prototype ou autre. Et du coup, on a le même phénomène en art, où finalement, c'est le financement qui pose question. Donc, cet endroit de la recherche commune, elle pose la question, à mon avis, des financements publics croisés pour permettre une plus grande fluidité
de quel temps, par exemple, un élève ingénieur pourrait consacrer dans son parcours à un croisement avec un projet de recherche artistique, et etc., etc. On parle souvent aussi de quotas de temps de travail, quoi. Donc, il y a besoin de structurer, en fait. Merci. Et une autre question, un peu plus générale et philosophique. Une personne qui nous demande si on délègue une bonne partie de notre intelligence aux intelligences artificielles, que devient la nôtre? Question qui revient souvent. Je pense que Rocio, tu veux répondre? Oui, bah, moi, c'est une inquiétude qui me suit depuis très longtemps. Qu'est-ce que deviennent nos intelligences déjà? Nos intelligences individuelles, mais aussi nos intelligences particulières. Mais surtout, aujourd'hui, je pense que nos intelligences collectives, qu'est-ce qu'on a comme outils, qu'est-ce qu'on arrive à développer comme outils. Et je pense qu'on a un long chemin encore à faire, surtout pour l'intelligence collective, c'est-à-dire arriver à être intelligent ensemble, à plusieurs. Et je ne sais pas si déléguer, je ne pense pas qu'on peut déléguer l'intelligence. Ça dépend de la définition de l'intelligence, dans le sens que si l'intelligence est une capacité qui émerge d'un problème. Oui, peut-être on peut déléguer. Mais en tout cas, moi, je vois comment affecte aujourd'hui à ma génération et génération plus jeune, la délégation de la mémoire déjà sur les machines. C'est incroyable. On délègue tellement de la mémoire, on mémorise plus un numéro de téléphone, on mémorise plus rien, on mémorise plus une rue. On traverse la même rue 200 fois avec Google Maps. Et après, moi, je me trouve complètement perdue dans une rue que j'ai traversée 200 fois parce que j'étais en train de regarder Google Maps. Donc, il y a quelque chose d'effrayant là-dessus, dans cette délégation. Après, si il y a des outils de stimulation, les gens qui sont en train de travailler sur l'intelligence artificielle, ils sont en train de stimuler leur intelligence aussi. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai répondu. Christian, j'imagine que vous avez un commentaire à faire là-dessus. Le micro de Christian. Je trouve que c'est une question très intéressante et j'ai failli donner la même réponse que Rocio sur les cartes. On a maintenant tous un GPS et je ne voudrais plus jamais ne pas avoir un GPS, surtout quand je suis dans une ville que je ne connais pas. Je me rappelle encore il y a 20 ans, on arrive avec les plans. Il y a un qui conduisait, l'autre cherchait sur les plans. C'était épouvantable, je ne voudrais plus jamais faire ça. Mais c'est clair qu'on délègue une partie de ce travail-là maintenant à l'intelligence, et c'est des capacités qu'on peut peut-être perdre. En fait, on sera moins apte à se retrouver sans GPS quelque part. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on veut ça et quelles sont les capacités qu'on vont déléguer? Et je pense qu'actuellement encore, ce sont des capacités qui sont certes dommages, mais qui sont mécaniques. Le problème deviendra plus problématique si ce sont d'autres capacités moins mécaniques qu'on va déléguer. Mais je pense que, premièrement, on est extrêmement loin. L'IA ne fonctionne pas très bien. En tous les cas, dans ce sens-là, je veux dire, on est très loin de l'intelligence humaine et on ne peut pas déléguer des choses à un très haut niveau à une machine. Ce n'est juste pas possible. Par contre, la deuxième remarque que je voudrais faire, il y a un vrai danger que les personnes tentent de faire ça alors qu'ils ne savent pas ce que les machines sont capables de faire. Et là, j'ai une anecdote que quelqu'un m'a donnée, c'est que Google, je n'utilise pas Gmail, mais il y a un système qui vous propose une réponse. Donc, vous recevez un email, vous cliquez sur un bouton et il vous propose une réponse. Et ça marche surtout bien pour des réponses de type « Oui, je prends note amicalement ». C'est vraiment il y a quelques cas de figure pour lesquels ça marche très bien. Et ben, il se trouve qu'il y a des gens qui s'envoient des emails sur leur situation privée. Donc, est-ce que je devrais quitter mon boulot pour trouver un autre travail? Ils ne savent pas répondre, ils se penchent sur la question, ils sont coincés. Ils s'envoient un email et ils provoquent la réponse de Gmail pour savoir qu'est-ce que Gmail va répondre. Et donc, ça, c'est un abus total de la capacité. Donc, ça dépasse des années-lumière la capacité de ce logiciel-là et les gens ne s'en rendent pas compte. Et ça, c'est un vrai danger, en fait, que l'IA a une certaine capacité et on lui demande quelque chose qu'il n'est pas capable de faire et le logiciel va toujours répondre. Il ne va pas dire « non, je ne suis pas capable de le faire ». Il va donner une réponse. Et ça, pour moi, c'est un vrai danger, par contre. J'ajoute, pardon.
Doris, oui, ou Rossio. C'était juste une phrase, ça m'a fait penser que peut-être l'intelligence artificielle est là pour libérer l'humain de la sienne. C'est une Libérer quoi? provocation. J'ai pas Que compris. peut-être la quête, peut-être que toute cette quête de créer un truc intelligent en dehors de nous, c'est pour pouvoir en fait nous libérer de ces fardeaux dans lesquels on s'est dit un jour qu'on était intelligent et du coup on doit agir comme si, et c'est trop lourd pour nous comme humains ça, et du coup on veut déléguer ça à quelque chose d'autre, comme ça on se libère et nous on n'a plus besoin d'être intelligent. Peut-être. Je réagis. Christian, on a parlé finalement en disant le risque de ne pas savoir ce que les machines peuvent faire et finalement de tenter de le faire sans le savoir. Mais ça m'évoque une réflexion. En fait, je pense que cette mutation qu'on connaît depuis l'apparition, je dirais, la popularisation, la démocratisation du web, puis derrière l'émergence des intelligences artificielles, elle nous a plongé, nous, en tant qu'individus. Elle a été très questionnante, en fait, pour nous, en tant qu'individus, parce qu'elle nous a mis dans une forme d'enthousiasme et en même temps de grand désarroi. Le web nous a permis, dans un premier temps, de nous dire on va avoir accès possiblement à tous les savoirs et être connecté avec tout le monde. Et ça nous a montré l'immensité, en fait, des possibles. Dans cette immensité des possibles, il y a le goût de l'aventure pour aller se perdre sans savoir où on va, et au détour du chemin, de tomber sur des choses qui nous passionnent et qui nous intéressent, et tomber aussi sur des choses qui... Donc, il y avait un moteur d'excitation, en fait. Mais il y a aussi beaucoup de désarroi parce qu'on ne sait pas où aller. On ne sait plus où aller dans cette profusion. C'est abyssal. Et d'une certaine manière, l'algorithmie, quand elle est liée, je dirais, à Internet, et quand elle est, entre guillemets, prédictive, quand elle va nous dire « je te connais finalement mieux que tu ne te connais toi-même, et de toute façon, tu ne trouveras jamais les contenus qui t'intéressent dans cette immensité, et je vais te les proposer », là, on lui délègue plus que notre mémoire, on lui délègue notre confiance, en fait. Et on lui délègue notre liberté de choix. Comme avec le GPS, d'ailleurs, quand il nous dit quel est le chemin le plus performant, même si on peut choisir de prendre un autre itinéraire et qu'il nous propose des alternatives, il y a quand même quelque chose où c'est lui qui décide le chemin qu'on va prendre. Et c'est ça, peut-être, moi, qui me questionne le plus dans cette ambivalence-là, où nous, humains, finalement, sommes dans ce grand désarroi, et où c'est Slavoj Žižek, philosophe, qui dit cette chose-là, qui dit finalement, lui, il dit, je ne suis pas un utopiste, je n'ai pas de problème avec ça, mais la question est quand même, qui a le pouvoir derrière? Qui prend les décisions? Et quand, dans les modèles prédictifs, il y a quelque chose quand même qui est biaisé et qui nous échappe, et soit on y délègue notre confiance, soit non. Et c'est ça, pour moi, la vraie question, où je me rappelle aussi d'une discussion avec Yves Citon, qui aimait bien rappeler aussi que sur la question de l'intelligence artificielle, il y a quand même aussi un autre sens à intelligence, c'est la notion de renseignement. Les services anglais, c'est l'intelligence service. Eh bien, il y a aussi cette question du renseignement. Et finalement, il y a deux axes. On ne sait pas quelle route on prend vraiment. Pour l'instant, on avance, on fabrique, on produit, mais il y a plusieurs chemins, quoi. Voilà. Eh bien, Joris, merci. Ce sera le mot de la fin. Alors, Christian, vraiment très rapidement. Non, je voulais juste renforcer le message. J'adhère à 100%. J'ai même une opinion extrêmement dure. Je suis un adhérent des réseaux sociaux. Moi, je suis sur Twitter. Je pense que les réseaux sociaux ne devraient pas utiliser l'IA pour nous faire des recommandations. Mon opinion est tellement dure. Je pense que Twitter devrait présenter uniquement les informations dans l'ordre chronologique et des choses auxquelles on est abonné et rien d'autre, et Facebook pareil. Les effets sont tellement néfastes qu'on devrait les interdire. Bon. Eh bien, c'est sur cette recommandation-là qu'on va terminer. Donc, merci à toutes et à tous. Merci à ceux qui étaient là. Je laisse la parole maintenant à Anna du Goethe-Institut Lyon.
Oui, il me reste juste à vous remercier tous, hein, Maxence, Rossio, et Joris, Christian, et aussi les étudiants de l'INSA et l'équipe de l'INSA, donc Mareike et Hélène, pour votre participation, pour votre implication à ce projet. Un grand merci. Et je pense qu'on a tous compris ce soir l'importance aussi de mélanger ou de discuter et de parler ensemble de scientifiques, voilà, c'est ça, scientifiques, artistes, sur ces questions qui ont un impact énorme sur nos vies quotidiennes, sur tout ça. Et voilà. Et donc, c'était vraiment très riche, très, très passionnante. Merci beaucoup. Et aussi, merci au public de vous avoir connecté malgré l'ouverture, malgré le soleil et les terrasses ouvertes et les lieux culturels qui viennent d'ouvrir aussi. Et je vous invite à venir au Goethe-Institut et à nos structures partenaires, le TNG et autres, qui donc font maintenant de la culture en présentiel. N'hésitez pas à, voilà, à sortir, à venir. C'est quand même autre chose que sur écran. Voilà. Je pense qu'on a tous compris qu'il faut de l'humain, du contact, etc. Donc, nous, en petit pub Goethe-Institut, nous, on recommence notre programmation, nos manifestations sur place en présentiel au Goethe-Institut à partir du 1er juin. Donc, c'est mardi prochain. Et si vous ne savez pas ce qui va se passer chez nous, inscrivez-vous à notre newsletter. Voilà, le moment pub. Je ne sais pas, Joris, Mathieu, si vous voulez faire un mini moment pub pour le... Non, ça va. Mais bon, le Non, TNG a repris sa programmation. Venez, voilà. Je vais aller accueillir les spectateurs qui sortent de mon dernier spectacle pendant qu'on se parle là à l'instant. Donc, voilà. Parfait. Merci Bon, bah, très bonne soirée à vous tous et à bientôt. Bonne soirée à vous tous. Merci pour la discussion. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.